Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Merci de nous recevoir dans votre intimité. C'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur votre présence effective. Toujours bon à savoir la météo, vous le savez, n'est-ce pas? Découvrons ensemble celle de demain. Eh bien, nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct de Kétou depuis le plateau. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 3 rubriques avec nature et bien-être. On parle de la paralysie cérébrale. C'est quoi la paralysie cérébrale? On en parle tout à l'heure. Autant savoir poursuit la série sur l'enseignement. L'enseignement, est-ce toujours un métier de sacerdoce? On répond à cette question tout à l'heure avec un invité. Journée mondiale de la peine contre la peine de mort plutôt. C'est demain 10 octobre. Est-ce que la peine de mort est abolie partout dans le monde? Vous le saurez dans un instant. Restez surtout avec nous. Le grand rendez-vous aussi, c'est le journal. Et le journal, c'est avant tout la présentation des titres ce soir avec Amandine Agnambossou. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Vous êtes très jolie dans votre basin rose. Merci beaucoup à vous. Alors, on vous laisse pour la présentation des titres. Oui, au menu du journal ce soir, la célébration ce 9 octobre de la Journée mondiale de la Poste. L'édition 2018 est placée sous le thème « Livrer du bien au monde entier ». Et puisque nous célébrons la Poste, on se propose de vous faire découvrir le centre de courrier hybride, l'une des innovations de la Poste du Bénin, pour répondre aux défis actuels du numérique. Les gaz à effet de serre en débat à Cotonou, des experts remuent le ménage pour une riposte adéquate afin de protéger l'environnement. Les détails, c'est dans le 19h45. Amandine Agnambossou, on se dit à 19h45? À 19h45. Je voulais le sourire. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est 19h45, l'heure du journal. Le grand rendez-vous se poursuit. Le premier plateau démarre, c'est l'espère. L'expert du jour est déjà là, Fidèle Kikan. Vous êtes président de Amnesty Bénin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Eh bien, avec vous, aujourd'hui, on parle de la lutte contre la peine de mort au Bénin. Avant tout, dites-nous un peu, comment est-ce qu'on est arrivé à ce verdict-là? Comment est-ce que des hommes ont pu condamner d'autres hommes à une peine de mort? Merci, madame. Vous savez, l'humanité est extrêmement perfectible. Donc, nous n'avons pas la prétention d'avoir atteint la perfection et le vivre ensemble. Donc, vous allez pu voir dans tous les compartiments de la vie ou de la progression de l'humanité, aussi bien sur l'aspect sociétal que religieux, vous verrez bien que les lois et les pratiques ont évolué. On est parti de la loi de Talion à
au Nouveau Testament pour les chrétiens, on est parti de la société de Léviathan au contrat social pour les philosophes et consorts. Donc, même dans notre vie contemporaine, on voit que les choses évoluent. Ce n'est pas le nombre de pays qui étaient contre la peine de mort il y a 20 ans qui le sont aujourd'hui. Donc, la situation est évolutive et même dans les pays. Dites-nous déjà qu'elle va en s'améliorant. Rassurez-nous. Bien sûr, parce que le rapport 2017 d'Amnesty International fait état de 142 pays sur 193 dans le monde qui aujourd'hui ont aboli la peine de mort ou sont en voie d'abolir la peine de mort pour tous les crimes. Et parmi ces 142 pays, nous avons 106 pays qui sont totalement abolitionnistes. C'est une victoire. Maintenant, dans cette victoire... Justement, quelle est la nuance totalement abolitionniste et impartiale, je ne sais pas. OK. Totalement abolitionniste, c'est-à-dire que dans ces pays-là, quel que soit le crime que vous commettez, même si vous tuez, on ne vous tuera pas. Vous n'avez pas la sentence de mort, il n'y a même pas une exception militaire. Tandis que dans d'autres pays qui abolissent juste pour ce qu'ils appellent les crimes ordinaires, ça veut dire qu'il y a certaines catégories de crimes pour lesquels on pourrait être amené à prononcer la peine de mort. C'est comme une sorte de réserve que ces pays ont. Mais le fait déjà que ces pays soient engagés dans le processus de l'abolition, qu'ils envisagent même déjà d'abolir la peine de mort, pour nous, c'est une victoire. Et 142 sur 193 pays dans le monde, nous avons fait énormément de pas. C'est sûr. Avant tout, oubliez votre toge de président du Amnesty Bénin. Je parle à l'homme. Est-ce que parfois, il n'y a pas des faits qui vous révoltent au point où vous vous dites peut-être que face à certaines infractions, la peine de mort pourrait se justifier? Si on se met sur l'émotion égoïste et personnelle, c'est clair que nous nous trouvons devant des situations sur lesquelles on a envie de se venger tout de suite. Et d'ailleurs, c'est profondément humain que l'être humain soit vengeresse. Mais ceci dit, rapporter l'ego au vécu communautaire, au vécu social, l'homme se dissout. Et si l'homme se dissout, ça veut dire que l'ego a tout, l'émotion a tout, sauf être de la justice. Or, le contrat social est basé sur la justice et la justice voudrait bien qu'aucun homme déjà ne se rende justice à lui-même et qu'aucun État n'ait la prétention de pouvoir arracher ce qu'il n'a pas donné, c'est-à-dire la vie. D'accord. Alors, vous parlez de justice. Nous avons des pays où beaucoup de populations ne croient plus en cette justice. Et la seule justice en laquelle ils croient encore fondamentalement, c'est celle qu'elles exercent elles-mêmes. Ça peut être compréhensible, une fois encore, si on se met dans une logique absolument personnelle. Mais dès lors qu'on commence à mettre ça dans la logique large de la société, je pense que ces genres de pratiques, ces genres de conceptions finissent par mettre tout le monde en danger. Imaginez que finalement c'est le plus fort qui va se venger. Il se peut que ce soit la personne qui vous ait fait du tort qui soit finalement le plus fort et qui non seulement après vous avoir fait du tort est capable encore vous-même non seulement de récidiver, mais de vous enlever la vie. Donc, c'est pour ça que dans les États de droit, dans les États démocratiques, on a pu déjà réglementer les choses pour que l'individu ne se rende pas justice, mais on a pu jusqu'à aller dire, même à l'État, qu'il faudra encadrer le pouvoir de l'État par rapport à la sacralité de la vie. Et je crois que c'est le cas des États comme nous au Bénin. C'est vrai que la peur de l'autrui, la peur du danger, l'émotion fait qu'on est sur la défensive. Mais prenez les pays aujourd'hui dans lesquels il y a plus d'exécutions ou de condamnations à mort. Je parle de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Irak et de la Chine. Vous pensez que, honnêtement, puisque dans ces pays, la peine de mort est fondamentalement prononcée pour deux aspects. Le trafic des stupéfiants et puis les crimes dus, notamment les crimes liés au terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran et autres, vous pouvez même descendre chez nous, le Soudan et autres, vous pensez véritablement que les faits... Ça renforce le sentiment de sécurité. Quand vous écoutez les Arabes, ils vous diront qu'ils ont l'impression d'être en sécurité chez eux. Cette façon de fonctionner leur donne un sentiment de sécurité. C'est juste une impression qui délaie, qui retarde juste la vengeance. Parce que quand en définitive, je ne sais pas si vous avez suivi en 2017 ce que l'actuel
secrétaire général des Nations Unies, disait par rapport à la peine de mort, par exemple. C'est-à-dire que ça ne rend même pas service ni à la victime ni à ses proches. Ni à ses Et bourreaux. il y a quelques heures ou quelques jours, je voyais encore ce film-là, Alter Ego, je ne sais pas si vous avez vu, du fameux John Caffey. Finalement, vous avez des individus que nous croyons détester dans la société. Mais une fois qu'on les a ressortis de la société, on se rend compte que le mal n'était pas Le mal, c'était pas eux. incarné en eux, mais que le mal était incarné en nous tous et que nous tous, en des situations données, nous pouvons mettre en exergue. Exactement. Donc, je pense que c'est d'abord une question d'humilité humaine et ensuite une question de justice pour les États de pouvoir défendre et protéger sur tous les plans la peine de mort, Alors, le droit à la vie. Faisons ensemble maintenant l'état des lieux de la lutte contre la peine de mort dans le monde entier. Aujourd'hui, nous en sommes à combien de pays qui sont totalement abolitionnistes? Je vais déjà commencer à parler de mon propre pays qui est devenu totalement abolitionniste. Non, on reviendra au Bénin, puisqu'on va parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On a eu combien de peines de mort, d'accord? Dans notre histoire, on a eu depuis combien de temps? On reviendra au Bénin. Okay. Déjà, partons à l'international. Donc, à l'international, comme je le disais tantôt, nous avons aujourd'hui 106 pays qui sont totalement abolitionnistes. Dans le Bénin. Dans le Bénin. D'accord. Le tout dernier pays, c'est le Guatemala, je vais y arriver. Et l'avant-dernier, c'est un pays de l'Afrique subsaharienne, la Guinée. Donc, aujourd'hui, nous avons 106 pays et nous avons aussi, de façon globale, 142 pays dans le monde qui sont dans le processus et qui ont au moins aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun. Ce qui veut dire quand même que plus de la moitié, largement, une large partie de la planète est aujourd'hui en faveur de la protection et du respect du droit à la vie. Mais pourquoi est-ce que les autres pays qui sont à la traîne ou qui refusent d'adhérer au concept sont dans cet état d'esprit? Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Aujourd'hui, on ne peut pas encore parler de refus de certains pays, de tous les pays, parce que la plupart de ces pays-là qui ne sont pas encore abolitionnistes sont dans le processus de ce qu'on a appelé le moratoire. Et dans le moratoire, normalement, c'est des pays qui ne doivent plus prononcer la peine de mort ou qui ne doivent plus aller jusqu'à l'exécution de ces peines-là. Donc aujourd'hui, nous avons la plupart des pays qui le font. Mais pourquoi est-ce que certains pays ne font pas le grand pas ou pour vous décourager peut-être, ou certains pays qui avaient fait le grand pas reviennent en arrière? Il y a la question au niveau des États de la sécurité. Les États mettent en avant aujourd'hui que le contexte sécuritaire dans leur pays ou dans leur région... Surtout les grands pays. Hein? Surtout les grands pays ou surtout les pays qui sont confrontés au terrorisme. Donc, ces pays se voient obligés aujourd'hui de prendre donc, ces mesures drastiques pour enlever le droit à la vie. Vous avez aussi les pays qui sont confrontés aux questions de stupéfiants, surtout de l'Asie, la Chine, l'Asie du Sud-Est en général et un peu le Moyen-Orient. C'était déjà des pays qui sont extrêmement rigoureux. Est-ce que ce n'est pas un prétexte? Amnesty International est en train de proposer justement à ces pays, pour ce qui est de la drogue par exemple, de pouvoir avoir une perspective plutôt sociale. Parce qu'autour de la question de la drogue, il n'y a pas que le besoin d'enrichissement illicite, mais derrière, il y a une pathologie sociale, une pathologie liée au manque de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, cela questionne les politiques sociales, les politiques publiques que ces États-là mettent en place. Donc, le document que nous sommes en train de finaliser est en train de leur proposer justement la meilleure lutte finalement contre les stupéfiants pourrait être l'amélioration des conditions de vie. Cela suffira à les convaincre, vous êtes sûr? Alors, si cela ne convainc pas, je vous dirais de regarder un peu ce qui se passe dans les favelas au niveau du Brésil. Allez voir un peu ce qui se passe en Philippines. Duterte, il a tout fait, il a été cynique, il a fait tout ce qu'il a déclenché comme guerre contre les stupéfiants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a eu gain de cause? D'accord. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. On reviendra au Bénin. Mais avant, vous avez parlé des pays qui sont totalement abolitionnistes, mais qui font un pas en avant et qui font un pas en arrière. Quand on prend un État comme celui des États-Unis, où la loi est évolutive d'un État à un autre, est-ce qu'on peut dire véritablement que tous ces pays-là, ces 106 pays, sont véritablement engagés dans la lutte contre la peine de mort? Oui, on peut le dire. Alors, la question des États-Unis est souvent évoquée dans une nébuleuse que je voudrais clarifier. 50 États, d'accord, 19 totalement abolitionnistes, 31 qui sont
un pas devant, un pas en arrière, mais parmi ces 31, il y a une dizaine qui n'ont pas exécuté devant plus de 10 ans. Et au niveau de l'État fédéral, la dernière exécution devait être militaire, ça doit remonter dans les années 1963. Ce qui veut dire que les États-Unis, comme on a envie de passer, ne sont pas forcément Totalement abolitionnistes. ne sont pas forcément les États qui exécutent le plus ou qui sont sourds à la question de l'abolition. Au contraire, les États-Unis ont fait du chemin et il faudrait rentrer dans les statistiques des États pour pouvoir bien le comprendre. D'accord. Déjà, dites-moi, Monsieur Kikan, j'espère qu'au Bénin aussi, on a fait du chemin. Depuis 1987, soit 31 ans, plus d'exécutions au Bénin. Oui, la dernière exécution a eu lieu, je pense, en septembre 87. Et la dernière condamnation, ou les dernières condamnations ont eu lieu en 98. C'est vrai que notre pays a fait une longue et majestueuse marche dont l'épilogue... Vous êtes fier alors d'être président d'Amnesty au Bénin? Oui, dont l'épilogue de cette marche-là a été la décision du Conseil des ministres en date du 21 février 2018 qui a commué la peine des derniers 14 condamnés à mort. Arrivé à cette étape, on a envie de s'arrêter, de se féliciter, et ça c'est vrai. Mais je pense qu'il y a encore un petit pas à faire parce que la vraie préservation du droit à la vie, c'est ce qu'en pensent les populations, c'est ce qu'en font les populations. C'est vrai, l'État ne veut plus condamner, l'État ne veut plus exécuter, mais est-ce qu'aujourd'hui, les populations ont cette même culture? Est-ce que cette population a cette même éducation? Que faisons-nous de la vindicte populaire? J'étais sûre que vous alliez en venir à la vindicte populaire. Donc, cela reste encore une grosse épine dans les pieds du gouvernement du Bénin, et c'est quand nous aurions réglé ce problème que nous allons nous mettre suffisamment à l'abri par rapport à la question de l'abolition de la peine de mort. Alors, vous êtes membre de la société béninoise, hein, vous êtes, comment dirais-je, partie prenante de nos réalités. Est-ce que la vindicte populaire, selon notre conception de la vie, ne se comprend pas un peu d'un point de vue sociétal? Si vous voulez que je comprenne ça, je vous dirais, je ne vous dis pas d'être d'accord, mais je dis, est-ce que sociologiquement parlant, on ne pourrait pas dire qu'on comprend un peu que dans certaines franges de la population, on est encore des personnes qui sont pour la vindicte populaire? Je conçois qu'il y a eu une sorte de divorce entre les populations et la justice. Cette complicité qu'il devait avoir, cette confiance qu'il devait avoir, pour plusieurs raisons, a été fragilisée. Et c'est ce qui semble justifier la vindicte populaire, qui ne devrait jamais justifier. Le plus fort d'entre nous, c'est l'État, qui devait pouvoir protéger aussi bien le présumé coupable que le coupable en lui-même et les victimes. Donc, à partir de ce moment, il vous reste 30 secondes. Nous avons nous avons vu de très bon œil et félicité la sortie du gouvernement en date de 9 juin 2017 par rapport à la question de la vindicte populaire. Plusieurs promesses ont été faites. Les presses devraient avoir du financement pour pouvoir sensibiliser la population. Les enquêtes devaient être diligentées. Et là, nous sommes assez curieux de savoir où est-ce que nous en sommes. Et ça va être l'activité centrale que nous allons faire demain, une table ronde avec les leaders religieux et autres acteurs de la société civile pour voir entre ces promesses-là de juin 2017 et maintenant, où est-ce que nous en sommes pour pouvoir être sûrs que véritablement nous avons lutté contre la vindicte populaire. Fidèle Kikan, merci beaucoup. Tout le monde est sans pour l'expert. Vous avez compris, hein, au Bénin, plus de peine de mort depuis 31 ans. Comme le dirait Fidèle Kikan, ça a été une marche majestueuse vers la lutte contre la peine de mort ici au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'expert. Le prochain plateau qui s'installe, c'est Autant Savoir. Alors, retour sur ce plateau, Autant Savoir. Nous recevons un invité qui était déjà avec nous depuis hier, Hubert Rotondi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je rappelle, vous êtes un professeur certifié, vous êtes directeur d'école également, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, c'est à tous ces titres que nous vous recevons sur ce plateau aujourd'hui. On parle enseignement. Est-ce que le sacerdoce est fini? C'est la grande question sur ce plateau. Déjà, vous dites-nous. Le sacerdoce existe toujours dans l'enseignement? Oh là là, moi je crois que plus que sacerdoce, s'il y a d'autres mots, d'autres qualificatifs, d'autres adjectifs qu'il faut coller aux enseignants, aux personnes qui s'occupent de la transmission de la connaissance
hein, la transmission du savoir, moi je crois que plus que sacerdoce, ça existe encore dans le métier d'enseignant. D'accord. Vous êtes sûr? Parce qu'on se dit parfois d'autres intérêts priment au devant du sacerdoce, mais or, quand on parle sacerdoce, c'est qu'il n'y a que ça d'abord, ce devoir-là, de transmettre le savoir, d'apprendre. Est-ce que pour vous, vous ressentez encore cette vocation-là, cette émulation qui permettait à l'enseignant, vaille que vaille, d'aller à l'école? Mais non, pas du tout, vaille que vaille, d'aller à l'école, du tout pas. Vous n'aimez pas le mot? Non, je crois que, voyez-vous, hein, l'enseignant, de manière générale, c'est celui-là qui s'occupe de la formation, hein, de l'enfant, du plus petit au plus grand. Façonner donc cette tranche de population pour que ils essaient donc de se comporter de manière harmonieuse dans la société. Dans le futur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, et donc l'enseignant, oui. Si vous me permettez, je vous mets un instant. Je vais vous inviter à suivre avec nous cet entretien. Nous avons reçu en reportage un directeur d'école également qui s'est prononcé sur la question. Oui. Vous ne pouvez pas être enseignant parce que vous n'avez plus rien à faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a la vocation et même la passion. Et même la passion. Et c'est après que vous avez les autres conditions. Lorsque vous passez par là tout juste parce que vous n'avez plus rien à faire, que c'est passager, alors vous allez vraiment agir sur la relève et nous aurons vraiment un niveau qu'on ne voulait pas avoir. Nous l'avons aujourd'hui parce que les jeunes qui sortent des universités ne sont pas prêts à être enseignants, mais veulent aller s'essayer là tout juste le temps d'aller ailleurs. Ce qu'on ne devait pas avoir. Au sujet Wiko, et j'emploie près de 350 vacataires. Et à peine on a eu une trentaine de professeurs titulaires, ce qu'on appelle titulaires, c'est-à-dire les ACE, les APE, une trentaine. À peine. Dans ces conditions, nous constatons que c'est parce que on a un besoin grandissant, croissant, qu'on a oublié de les utiliser. Je voudrais dire aux enseignants, à nos jeunes enseignants qui veulent faire le chemin dans ce métier, qu'ils doivent d'abord mettre devant, en avant tout, la vocation, la passion de bien faire. Et puis, le reste va suivre. S'ils sont là et que leur problème, c'est les intérêts, le salaire, les primes, qui priment, ils ne seront pas de très bons enseignants. La grande récompense, c'est les apprenants qu'ils ont formés et qui les retrouvent bardés de diplômes, qui les retrouvent techniciens, qui les retrouvent en tant qu'un homme accompli, un homme qui a réussi. Voilà, c'était donc l'avis du directeur du CEG, Wiko, justement, que vous reconnaissez sur ces images certainement. Dites-nous, vous l'avez entendu, pour lui, ce qui doit d'abord primer, c'est le sacerdoce, c'est la vocation, la passion de transmettre véritablement le savoir. Vous, qui êtes aussi un enseignant certifié et qui est dans le métier il y a quand même un certain nombre d'années, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? D'abord, je salue mon doyen au passage et qui a dit tout. Vous avez vu, il a parlé de la passion et de la vocation. C'est vrai. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'enseignant en général. L'enseignant et l'enseignement, est-ce que c'est un métier de sacerdoce? C'est à cela que je veux essayer d'apporter ma petite réponse. Mais ce que vous dites, ce que vous me demandez, je continue de dire que l'enseignement est un métier de sacerdoce. C'est pour cela que quiconque, n'importe qui ne peut pas être enseignant. D'accord? C'est qui peut, qui est enseignant. Qui doit être enseignant alors? Celui qui doit être enseignant, c'est celui-là qui ne peut avoir que comme souci
la formation vraiment, l'éducation à transmettre, façonner l'enfant pour qu'il devienne un être équilibré, utile pour la société de demain. Voilà celui qui peut être enseignant. Mais lorsque nous allons considérer l'enseignement comme un tremplin, un passage pour gagner son pain en attendant de trouver mieux, là on n'est pas enseignant. C'est un occasionnel que nous ne désirons plus dans le système éducatif au Bénin actuellement, et disons de façon générale. Donc c'est ça ce que je dis, c'est ce que veut insinuer mon doyen tout à l'heure, quand il dit qu'il faut avoir la passion de la chose, qu'il faut avoir une certaine vocation. Alors pour être enseignant, il faut savoir que c'est un sacrifice. Personne ne peut... Ça veut dire que le bon enseignant, c'est celui qui se sacrifie. C'est naturellement ça. Regardez, c'est celui-là... Pour ça, je suis déjà bien. Oui. L'enseignant, c'est celui-là qui n'a qu'un seul souci. C'est celui-là, par exemple, qui sacrifie son repos, qui sacrifie son sommeil et qui doit essayer de s'occuper véritablement à celui qu'on lui a confié. D'accord, pour le façonner, pour lui transmettre la connaissance, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être. C'est celui-là qui sacrifie tout en lui-même. Parfois même, il y a des enseignants, quand ils font bien le métier, qu'est-ce qu'on constate? Mais ils s'oublient même. Ils s'oublient de fermer leur fermeture parce que tout leur souci est porté, est orienté vers les apprenants. Tout à fait. On espère que tous les enseignants n'oublient quand même pas de fermer leur fermeture. Non, c'est pour décrire ce que c'est qu'un enseignant professionnel. Ce que c'est que se laisser emporter par la passion. Tout à fait. Ce que c'est qu'avoir la vocation même de la matière. Donc, on ne se soucie pas de ce qu'on va nous payer. Mais regardez un petit exemple là. Vous, qui animez si très bien, et qui faites la fierté de... Vous aimez bien, mais oui, bien sûr. Ramener à moi, hein, depuis hier. Non. Oui, à vous, parce que j'ai affaire avec vous, à d'autres journalistes également, qui font très bien. Ils ont été, l'ensemble de ces journalistes-là, d'accord, ont été façonnés par des êtres, des hommes, qui aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer combien votre valeur aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont gagné. À ce qu'ils nous ont donné, à ce qu'ils nous ont apporté. C'est pas possible, on ne peut pas Donc payer. Donc vous êtes d'accord avec lui quand il dit que la grande récompense de l'enseignant, c'est aussi de revoir après ses apprenants dans une bonne posture. Mais je vous l'ai dit hier, ce n'est que ça notre fierté. Quand votre ancien élève devient cadre et dit « Ah, bonjour maître » ou bien « Bonjour professeur », on est fiers. C'est ça qui nous donne, nous autres, la longévité. Mais ce n'est pas ce que... C'est bien. On peut nous payer millions. Ça ne signifie rien. Ça ne peut pas être à la hauteur c'est impossible. de la tâche que vous accomplissez. Mais vous-même, vous le voyez. Donc, le métier d'enseignant est un sacerdoce. Justement. Maintenant, parlons des nouveaux enseignants, de ceux qui ont envie de faire ce métier. Quelles sont les aptitudes, les atouts? Parce que je me dis, tout le monde ne peut pas être enseignant, on est d'accord avec ça. Quels sont les atouts particuliers qu'il faut avoir déjà au départ pour pouvoir enseigner? Il faut reconnaître tout de suite que de nos jours, il y a deux catégories quand même, disons, on ne va pas se voiler la face, d'enseignants dans le système éducatif. Il y en a parce que l'État cherche à combler un vide criard et on ouvre donc la carrière à tout le monde, à qui veut, mais pas à qui peut, forcément. Et ceux-là, deux catégories, parce qu'il y a des gens qui ont la vocation, ils ont la passion de s'essayer et de se former dedans pour être professionnels. Mais d'autres, c'est un tremplin. Il faut être là en attendant de trouver mieux. Alors, c'est ceux-là qui constituent des gangrènes, des obstacles aujourd'hui. Et vous avez entendu le directeur CEG, il a dit, près de 350 vacataires, alors il n'y a qu'une trentaine de reversés et donc qui veulent vraiment faire carrière dans le métier d'enseignement. Alors, par rapport à ça, celui qui peut faire ce travail aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il doit avoir comme aptitude? D'abord, et intellectuellement équilibré,
Intellectuellement équilibré. Et oui, intellectuellement, et qu'il faut avoir d'abord la formation. Un background solide. Tout à fait nécessaire, solide. Ensuite, se faire former de manière professionnelle. Il faut qu'il soit certifié. Donc, pour vous, sans certification professionnelle, oui, on ne peut pas dire qu'on est un bon enseignant. Non, puisque c'est quand vous avez la certification que vous êtes un enseignant qualifié. Sinon, vous êtes adjoint. C'est vrai, les adjoints peuvent beaucoup de choses. Mais il a été dit aussi dans ce reportage que nous avons des enseignants vacataires qui sont très bien, parfois même mieux que certains enseignants certifiés. Évidemment, c'est des gens qui ont la passion, ça. C'est des gens qui ont la vocation. Donc, il ne leur reste qu'à se perfectionner. C'est tout ce que nous disons. Voyez-vous, donc, voilà les catégories. Quand on veut être enseignant, voilà ce qu'il faut faire. La première des choses, avoir un intellectuel. Un niveau intellectuel bon. Bon, équilibré. On n'a pas dit d'être le super intellectuel du monde, mais équilibré, le juste nécessaire. Ensuite, se former, à faire le cursus de formation pour être qualifié. Des qualités humaines. Parlez-moi des qualités humaines. Parce que je suppose quand même il faut avoir de la patience, non? Beaucoup de patience. Mais celui qui a la vocation. Parce que nous sommes récalcitrants, nous les apprenants. Non, celui qui a la vocation, celui qui a la passion, suppose déjà toutes ces qualités-là. C'est clair, vous ne pouvez pas avoir la passion pour exercer un métier sans être patient, sans être indulgent, sans être rigoureux, sans être doux. Voilà, il y a tout ça là-dedans. Donc, la passion pour exercer ce métier comporte tout ça là. Voilà. D'accord. Oui. Alors, il nous reste 1 minute. Ma chef d'édition me fait non, chaque fois que nous, on vient sur votre plateau... Vous êtes tellement intéressant qu'on ne voit pas le temps passer avec vous, directeur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais déjà, on est en fin de plateau. Dites, si vous avez des conseils, justement, à des jeunes, si j'ai envie, par exemple, de devenir enseignant, qu'est-ce que vous me conseillerez? Je conseille tout de suite que ces jeunes-là se rapprochent de leurs aînés. Se rapprochent de leurs aînés. D'apprendre, d'avoir le temps d'apprendre. Donc, d'être humble, de se soumettre à leurs conseils, à leur rigueur, et voilà, et de s'essayer à les imiter. De ne pas oublier le sacerdoce, il faut leur dire. Ben, de savoir que quand on est dans le métier d'enseignement, ce n'est pas l'argent, la richesse qu'on veut amasser, mais la richesse, c'est ce que vous transmettez, c'est ce que vous faites pour façonner, pour donner à votre nation des cadres bien équilibrés, pour l'harmonie dans la société de demain. Merci, monsieur Hubert-Ontondi. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'est toujours chaud quand j'ai Hubert-Ontondi sur le plateau, vous le savez, il me taquine et je le taquine aussi beaucoup. Alors, sur ce plateau, on a retenu que normalement, on ne devrait pas être enseignant quand on n'a pas cette notion-là de sacerdoce. On aura l'occasion de revenir dessus. Demain, on parle de la formation même des enseignants avec un conseiller pédagogique, certainement. Peut-être notre profil aussi, vous allez le découvrir avec nous demain. Oui. Nous passons à un autre plateau à présent, Nature et Bien-être. Alors, Nature et Bien-être avec un spécialiste en paralysie. Nous allons en apprendre davantage sur la paralysie cérébrale, comment en sortir indemne. Nous avons sur ce plateau Cyril Obelakou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes notre spécialiste en paralysie? Oui, madame. Alors déjà, dites-nous, pour vous, c'est quoi la paralysie cérébrale? La paralysie cérébrale, c'est la perte ou déficience volontaire des membres dans une région du corps. Comment est-ce que cela se manifeste? Justement, la paralysie se manifeste sur plusieurs formes. Par exemple, quelqu'un qui commence par avoir certaines malaises peut être paralysé. D'accord? Si vous commencez par avoir des vertiges, par exemple, vous pouvez être paralysé, des crampes, d'accord? Et aussi d'autres maladies, l'hypertension, le diabète. Les problèmes de cœur aussi, parfois? De cœur, parfois. À quoi c'est dû souvent, la paralysie? La paralysie, les causes de la paralysie sont multiples. Souvent, c'est la mauvaise alimentation. Sinon, en dehors de la mauvaise alimentation, vous pouvez être paralysé par un accident. Quand vous faites un accident, les nerfs peuvent aller se coincer quelque part. Là, il faut l'ouvrir et les sortir. Quand c'est une opération réussie, vous allez retrouver vos membres. Dans le cas contraire, vous allez vous retrouver dans un fauteuil roulant.
Maintenant, quand nous rentrons dans le domaine de la mauvaise alimentation, Non, mais avant la mauvaise alimentation, est-ce que ce n'est que ça? Parfois, on dit qu'avec un choc émotionnel, on peut être paralysé, qu'il y a des gens, parfois, sous le coup de choc émotionnel, justement, ils ne peuvent plus rien faire. justement, vous pouvez même recevoir un coup de fil téléphonique et être paralysé. Je vous donne un exemple, papa. Vous avez 3 enfants qui sont peut-être allés à la plage avec votre chauffeur et on vous appelle pour dire qu'ils ont fait un accident et que les 3 sont décédés. C'est vraiment pas des choses qu'on souhaite. Hein. Voilà, non, c'est un exemple que je donne. Je comprends, c'est vraiment un exemple qui montre à quel point on peut être choqué. Justement, si vous étiez hyper tendu, vous pouvez être paralysé sur place. Et paralysé et rendre l'âme après quelques minutes. Est-ce qu'on peut prévoir la paralysie? Est-ce que ça peut se prévoir? Oui. Parce que quand vous commencez par avoir des malaises, vertiges, des crampes, quelqu'un qui sent des crampes peut être paralysé à tout moment. Les gens ne savent pas. Souvent, on banalise les crampes. Justement. C'est ce qu'on banalise le plus. On se dit, c'est juste que je suis fatigué, voilà. je suis peut-être un peu tendu. Voilà, quand vous avez des problèmes de crampes, on doit quand même pas aller consulter un médecin après une crampe? Oui, normalement. Mais c'est ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable. Parce qu'il y a parfois même manque de calcium, manque de magnésium, tout ça qui donne des crampes. Maintenant, quand vous avez des problèmes de crampes et vous êtes toujours dans les choses glacées, vous prenez les boissons glacées, l'eau glacée, vous pouvez être paralysé à tout moment. C'est pourquoi vous parlez de l'alimentation. Parler de l'alimentation. D'accord. Donc nous avons parfois, la cause, c'est la mauvaise alimentation. Il faut éviter de manger l'eau tard la nuit parce qu'il y a des gens qui mangent la pâte à 23h, après 23h00 et après quelques minutes, ils vont au lit. Donc il y a nous avons des exemples dans ce studio qui vous écoutent attentivement. Voilà. J'espère qu'ils ont compris qu'il faut éviter la pâte la nuit. Justement, je vais vous donner un petit exemple rapidement. Il y a un DG de l'ORTB qui m'a appelé un jour dans son bureau. Il m'a dit, monsieur Obelakou, mais j'ai un problème. Chaque fois maintenant, quand je me couche, je n'arrive pas à dormir. Ça fait bientôt 1 an. Et je l'ai suivi jusqu'à la fin. J'ai dit, monsieur le directeur, vous mangez l'eau et tard la nuit. Il a tiqué. Il a dit, oui, effectivement. Je mange même la pâte après 0 heure. Et je dis, c'est ça qui est à la base de votre insomnie. Parce que après le manger, vous allez au lit 5 minutes après, 10 minutes après. Votre corps n'est pas encore prêt à se coucher. Alors que quand vous mangez comme ça, il faut même éviter de manger à cette heure-là. Et maintenant, quand vous mangez un peu tard, il faut mettre un écart de 2 heures de temps entre le manger et le coucher pour faciliter la digestion. Et il faut prendre un peu de chaud, un thé ou de l'eau tiède pour faciliter la digestion et si possible, s'il faut faire un peu de En tout cas, pas de bière, hein? Surtout pas de bière glacée. Non. Rien de glacé. Et surtout, il faut éviter les sucreries le soir. Parce que quand vous prenez les sucreries le soir, ça se fermente et ça attaque les nerfs. Parce que quand vous n'avez pas de problème de nerfs, vous n'avez pas de problème de paralysie. La paralysie, c'est d'abord les nerfs. C'est d'abord les nerfs. Comment maintenir ces nerfs en bonne santé alors? Ça dit qu'il faut contrôler son alimentation. Il faut éviter de faire le sport en désordre. Parce qu'il y a des... Oui, justement. Il faut limiter le sport? Il faut limiter le sport. Vous ne pouvez pas aller vous inscrire dans un centre ou bien dans un groupe de sport alors que vous êtes peut-être un tensionnaire diabétique. D'accord? Quelqu'un qui est un tensionnaire diabétique, comparativement à quelqu'un qui n'a rien de tout ça, il ne peut pas faire les mêmes mouvements. Ce n'est pas possible. Nous avons reçu un médecin du sport ici qui a dit la même chose que vous. Oui, donc c'est comme ça. On ne peut même pas aller dans les centres de gym, n'importe comment, parce que avant de monter sur les appareils, il faut d'abord un spécialiste pour contrôler si vous êtes d'abord hypertendu, diabétique, votre poids, tout ça, avant toute pratique. Oui, mais est-ce que le poids aussi n'est pas un facteur de risque? Parce qu'on dit souvent que les personnes qui sont corpulentes peuvent être paralysées. Non, pas forcément. Peut-être que le poids... Oui, le poids, oui, justement, le poids. Le poids n'agit pas? Oui, le poids agit. Au niveau de la paralysie? Oui, le poids agit. Puisque quand vous êtes obèse, ça attaque le genou, le dos, tout ça. Donc, il faut contrôler tout ça. D'accord. Mais là, on parle de la paralysie des nerfs en général. Au niveau du cerveau lui-même, comment est-ce que cela se passe? Quand le cerveau est paralysé, comment est-ce que cela se manifeste? Justement, souvent, comment ça se passe? Parce que dans le corps d'un être humain, il y a 72 000 nerfs. D'accord? Et les terminaisons de ces nerfs sont dans la plante des pieds, quelques-uns dans la paume des mains. D'accord? Et le réservoir des nerfs, c'est dans la tête. Vous comprenez? C'est dans la tête. Donc, ça veut dire que quand vous avez des problèmes de nerfs,
ça peut directement attaquer la tête. Ça veut dire attaquer le cerveau. Et quand le cerveau est attaqué, qu'est-ce qui se passe? Quand le cerveau est attaqué, ça devient très grave. Vous pouvez même être sur pied et avoir une paralysie faciale. Une hémiplégie ou bien une paraplégie? Non, hémiplégie. Juste faciale. Oui, juste faciale. Quand vous avez une hémiplégie, ça veut dire que vous perdez la moitié de votre corps. Ça vous divise en deux. Oui. Maintenant, quand c'est facial, c'est seulement le visage, ça attaque seulement le visage. Mais quand c'est tout le corps, c'est une partie de tout le corps. Oui, c'est une partie de tout le corps. Quand c'est une hémiplégie, c'est la moitié. Ça divise aussi la tête, ça prend toute la tête et choses. Et c'est là que je vais vous parler des conséquences. Oui, justement, quelles sont ces conséquences? Les conséquences sur la vie d'un être humain sont multiples quand tu es paralysé. Parce que l'être humain n'arrive plus à émettre ses idées de manière cohérente parce que le cerveau est attaqué. Donc il perd partiellement, totalement la vue, l'ouïe, l'usage de ses membres. Mais il réfléchit toujours, il raisonne toujours, c'est toujours notre humain complet. Pas forcément. Parfois, il peut perdre aussi l'usage de son cerveau, de ne plus pouvoir réfléchir. Justement. Il a les yeux ouverts, mais il ne voit rien. Il n'entend pas. Il ne peut pas parler. Donc, il perd tout ça. Et c'est comme ça, là, il devient une charge pour sa famille, sa communauté. D'accord. Parce que quelqu'un qui est paralysé doit forcément paralyser encore d'autres. Parce qu'il faut le laver, il faut lui donner à manger, il faut lui faire tout. Et malheureusement, ça ne constitue pas encore une priorité pour les plus hautes instances sanitaires de ce monde. Mais justement, parlons d'abord des statistiques. Est-ce que nous avons beaucoup de paralysés, je dirais, hein, oui, ici au Bénin? Est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui souffrent de paralysie? Oui, il y en a tous les jours, il y en a selon les statistiques, oui, quel est le pourcentage de la population béninoise touchée par la paralysie? Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un chiffre, mais il y a une estimation. Il y en a. Vous recevez environ combien de personnes qui souffrent de paralysie? Bon, sinon, chez moi, je reçois presque tous les jours des personnes paralysées, des personnes âgées, des personnes du troisième âge. Justement, quelle est la tranche d'âge la plus touchée par cette paralysie? Justement, aujourd'hui, les jeunes sont plus paralysés. Que les vieux? Les jeunes, comment cela s'explique? Oui, justement, parce que j'ai un ami, c'est un comptable. Vous avez beaucoup d'amis, hein? Oui, j'ai beaucoup d'amis, mais je veux juste vous parler d'un ami qui est paralysé. Ça fait 3 semaines. D'accord. Il était dans un bar en train de boire jusqu'à 2 heures du matin. Il est paralysé dans le fauteuil. Au niveau du bar? Dans un bar au niveau du bar. Comment ça s'explique? C'est la boisson qui lui aurait fait ça ou? Oui, ça dit peut-être il avait déjà les problèmes de nerfs. Ah, d'accord, il ne savait pas. Mais il a pu marcher pour venir jusque-là? Oui, justement, peut-être. Je vous ai dit que les gens ont des problèmes de crampes. Les problèmes de douleur, de dos et tout. D'accord, de dos, tout ça. Ils ne savent même pas que c'est des problèmes de nerfs. D'accord? Parce que donc, si vous ne... on peut avoir des pré-symptômes et ne pas être paralysé. Et après, tout d'un coup, on se retrouve paralysé. Oui, justement. Quel a été l'élément déclencheur pour cet ami-là? Si on doit remonter à l'élément déclencheur de sa paralysie, ce serait quoi? Et justement, peut-être il a des problèmes de dos, de douleur. Et peut-être ce qui est à la base de ça, c'est le nerf sciatique. Oui, parce que quand le nerf sciatique... On parle souvent du nerf sciatique quand on parle de paralysie. Oui, est-ce que c'est le nerf le plus touché? C'est le nerf qui tient le corps. C'est le plus grand des nerfs. On en reviendra. Ça quitte le talon, ça passe ici, ça fait une maison ici et c'est monté dans le cerveau. D'accord, merci. On reviendra au nerf sciatique après le journal. Amandine Anyambossou est déjà en place. Vous avez le plateau. Bébé 24. Bébé 24, télévision Tigan. Bébé 24, Adjama Tionwe. Bébé 24, le développement est notre affaire. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps,
Rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire. Brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le 9 octobre de chaque année est dédié à la Poste, livrer du bien au monde entier. C'est le thème de réflexion de l'édition 2018. L'objectif est de sensibiliser sur le rôle de la Poste dans la vie quotidienne. Au niveau national, la Poste du Bénin se conforme aux défis actuels et il dispose d'un centre de courrier hybride. Estelle Pazou nous amène à sa découverte. Le gaz à effet de serre, principal ennemi du climat en débat, le temps d'une réunion sous-régionale à Cotonou, des experts réfléchissent sur la riposte. Livrer du bien au monde entier, c'est le thème 2018 de la Journée mondiale de la Poste. Une journée instituée en 1979 et qui marque l'anniversaire de la création de l'Union postale universelle. La Poste du Bénin innove chaque jour pour faire face aux nouveaux défis et mieux satisfaire au mieux sa clientèle. Jonas Benameto, directeur général de la Poste du Bénin, donne plus de précisions au micro de Masbil, Akodilossi et Louis Koudogbo. C'est une journée qui permet à la Poste d'exposer à nouveau ses performances, ses nouveaux produits et de s'inscrire de plus en plus dans le quotidien des populations. Cette année, le thème la Poste, livrer du bien au monde entier. Quand on parle de bien, c'est tout ce qui permet à la communauté et à chaque individu de mener une vie décente. La Poste à l'ère du numérique, c'est la Poste moderne. C'est une Poste qui ne fait plus de mandat lettres, c'est une Poste qui ne fait plus de mandat carte, c'est une Poste qui suit le rythme des besoins, le rythme de l'évolution à travers les mandats électroniques. Donc, la Poste à l'ère du numérique, c'est une Poste qui s'adapte au numérique. C'est une Poste qui utilise le numérique comme opportunité et non le numérique, ne voit le numérique comme obstacle. Non. Les télécommunications sont, dans la plupart des États, rentrées dans le giron du privé. Et c'est ce qui s'observe au Bénin aujourd'hui quand on parle de la liquidation des entreprises de télécommunications, ces entreprises qui aujourd'hui sont pratiquement gérées par des gens désignés par l'État central. Il n'en est pas question au niveau de la Poste. Depuis 2005, la Poste existe en tant qu'entité et elle a survécu au temps, elle survivra au temps. La Poste existait avant ces entreprises, elle continue d'exister et elle existera toujours. L'une des innovations de la Poste du Bénin pour répondre aux attentes de sa clientèle, c'est le courrier hybride, un service innovant pour envoyer des données numériques et les recevoir en lettres physiques. Le centre dédié à ce service est au Tri-Postal à Cotonou. Estelle Pazou nous amène à sa découverte. Une combinaison de moyens électroniques et physiques pour la distribution des courriers.
C'est ainsi que se définit et se traduit le courrier hybride. Des données numériques sont converties en lettres physiques dans un centre de distribution le plus près possible de l'adresse finale. L'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste met désormais ce service à la disposition des Béninois. L'APSUCEP est le fonds d'accompagnement du service universel postal. Nous accompagnons la poste espérant que la poste va rentabiliser ses affaires et rendre les services financiers et postaux de base accessibles à tous les Béninois, quelle que soit leur position géographique sur l'étendue du territoire national. Le courrier hybride peut être appliqué à toute forme de lettres. Pour les grands facturiers que sont les banques, les assurances et autres, il permet d'externaliser l'activité courrier. À la Poste du Bénin, 6e à bénéficier de cette solution en Afrique. C'est une sorte de mise à jour. Aujourd'hui, la Poste est à la vanguarde de la technologie et des innovations en matière de traitement du courrier. Donc, c'est une grande innovation qui permet de voir aujourd'hui l'aptitude de la Poste à intégrer l'éthique dans les services innovants. Des services innovants avec à la clé une rapidité. En moyenne, 7200 correspondances sont mises sous pli l'heure. En plus de la sécurité qu'il offre, le centre courrier hybride de Cotonou dispose d'un service courrier retour. Le courrier retour s'occupe du traitement de ces courriers qui n'ont pas pu être distribués. À travers ce service, nous prenons les courriers avec les motifs que nous traitons et nous envoyons un fichier électronique au client qui s'en occupe maintenant pour actualiser son fichier. Et ce faisant, les fois à venir, le client n'aura plus à nous envoyer le même fichier avec les erreurs. L'autre défi que la Poste doit relever à travers ce centre, c'est la mise en place d'un modèle de gestion performant et efficace. Les questions des changements climatiques sont une préoccupation planétaire. On en parle presque tous les jours. Plus loin, le débat sur l'avenir du climat a entraîné celui de la problématique de l'inventaire des gaz à effet de serre. Des gaz qui sont omniprésents dans l'atmosphère et menacent la santé humaine. Que signifie gaz à effet de serre? Quels sont les impacts de ces gaz sur l'environnement et la biodiversité? Deux experts en climat nous édifient dans ce reportage signé Patrick Adjagbodjo. Pas un seul jour sans que l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et l'environnement dans lequel nous vivons ne subissent les impacts négatifs des gaz à effet de serre que nous produisons au quotidien. L'homme émet un certain nombre de gaz dans l'atmosphère, tels que le dioxyde de carbone, l'oxyde d'azote, le méthane, qui ont un impact de réchauffement sur la planète. Donc ces gaz-là vont absorber le rayonnement émis par le soleil et les renvoient en direction de l'atmosphère et donc contribuent au réchauffement de la planète. Les États, conscients des conséquences dramatiques des gaz à effet de serre, se mobilisent pour, à défaut de trouver une solution efficace, stabiliser tout de moins le niveau de ces ennemis du climat. C'est important pour nous de connaître comment est-ce que le Bénin émet ces gaz-là, pas le Bénin seul, c'est tous les pays du monde que nous connaissons, ce qui se passe chez nous, afin de mieux contribuer à réduire ces gaz-là au niveau mondial. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, en termes de manifestation des changements climatiques, on assiste à une modification de la date de la saison des pluies, à un raccourcissement de la période des pluies, à des poches de sécheresse au milieu de la saison des pluies, ce qui a un impact sur la production agricole. Comme effet direct, c'est le rendement agricole. Nous avons aussi des effets sur la santé, donc développement des maladies qui sont liées, des maladies comme le paludisme. Autre effet, c'est l'élévation du niveau de la mer, donc qui entraîne des inondations, etc. Donc il y a pas mal d'effets négatifs qui sont dus à l'accumulation de ces gaz-là dans l'atmosphère.
Le débat sur l'avenir du climat face à la problématique des gaz à effet de serre est une priorité pour les agroclimatologues, environnementalistes et d'autres experts qui militent pour la cause du climat. Cette rencontre de Cotonou est un cadre idéal pour élaborer le premier rapport biennal actualisé du Bénin. Lorsque nous faisons l'inventaire des gaz à effet de serre, c'est pour évaluer le niveau d'émission de chaque pays. Donc les inventaires sont établis suivant des guides méthodologiques bien déterminés, bien donnés. Nous élaborons les inventaires dans différents secteurs, le secteur de l'énergie, des procédés industriels, de l'agriculture, de la foresterie et des déchets. Donc c'est pour voir quelle quantité de gaz à effet de serre est émise par chaque pays. Donc pour ensuite identifier des stratégies pour réduire ces émissions-là et démontrer donc la contribution du pays à l'effort global de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc à l'effort global de lutte contre le changement climatique. Maintenir l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en dessous de 2 degrés Celsius et poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius à l'horizon 2030. Une recommandation de l'accord de Paris de décembre 2015. Le faire, c'est protéger la vie humaine, la biodiversité et le climat. Hors du Bénin, l'autorité de régulation en Mauritanie a lancé un avis d'appel d'offres pour l'attribution de licences en vue de l'établissement et l'exploitation de réseaux et services de communications électroniques de la 4e génération dans le pays. Selon l'arrêt, les licences requises sont réparties en 2 types. Le premier type porte seulement sur la 4G et va permettre d'utiliser les technologies 4G pour la fourniture de services de communications électroniques au profit des opérateurs détenteurs de licences 2G, 3G en Mauritanie. Quant au second type, il concerne une licence dite 2G, 3G, 4G destinée à un nouvel opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques. Au Kenya, un nouveau parc industriel devrait voir le jour dans les prochaines années. Dénommé Nairobi Gate, le projet prévoit la construction sur 42 hectares d'espaces d'usine et d'entrepôts à destination de petites entreprises kenyanes qui affichent une croissance rapide de leurs activités. L'objectif est de leur permettre d'avoir accès à de meilleures localisations. Le pays a entamé un vaste programme de développement axé, entre autres, sur l'infrastructure et l'industrie manufacturière. Ce nouveau projet devrait permettre l'augmentation de la création d'emplois dans le pays, dans un contexte est-africain marqué par une multiplication des projets de zones industrielles pour répondre à la forte demande des consommateurs, entre autres. L'investissement prévu pour le nouveau projet devrait s'étaler sur une période de 5 à 7 ans. Notons que la première phase du projet est prévue pour s'achever d'ici au 2e trimestre 2019. Et ce sera tout pour ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine, pour toutes ces informations. Le grand rendez-vous se poursuit sur ce plateau avec Nature et Bien-être qui reçoit pour vous Cyril Obelakou. Il est spécialiste en paralysie et on était déjà en train de parler du nerf sciatique. C'est souvent de ce nerf-là qu'on parle souvent quand on veut dire qu'il y a paralysie cérébrale. Oui, justement, c'est le plus gros des nerfs, c'est ça qui tient le corps, ça quitte le talon. C'est pourquoi on demande souvent à nos sœurs, à nos femmes, de ne pas, à nos mamans, de ne pas souvent porter de hauts talons. De ne pas porter des chaussures aux talons. Oui, des chaussures aux talons. Ça aussi, ça facilite la paralysie? Oui, ça tape directement sur le nerf sciatique parce que la terminaison du nerf sciatique est dans le talon. D'accord. Donc, quand vous portez souvent, c'est le nerf sciatique qui tient le corps. Et quand ce nerf est touché, ça devient compliqué, le traitement. Le traitement. Oui. Mais justement, avant qu'on parle du traitement, est-ce qu'on peut s'en sortir après une paralysie cérébrale? Est-ce que c'est possible que la personne puisse récupérer de toutes ses fonctions et cérébrales et motrices? Oui, la personne peut récupérer. Si le traitement est bien fait, la personne peut retrouver ses membres, tout, mais forcément, il doit porter un peu de séquelles. Il y aura quand même des séquelles. C'est-à-dire quand on verra cette personne, on saura qu'à un moment ou un autre de sa vie, oui, elle a souffert de paralysie cérébrale. Oui, justement. Puisque après le traitement, au lieu de suivre
comment on appelle, les recommandations, il ne le fera pas et que tu peux être paralysé et être traité, retrouver tes membres et être paralysé encore de nouveau. C'est possible. Ah, d'accord. Et la deuxième fois, ça devient très compliqué. Le traitement devient très compliqué. Justement, quand vous parlez du traitement, c'est qui s'occupe du traitement d'une personne paralysée? Justement, quand vous allez dans les grands hôpitaux, c'est les kinésithérapeutes souvent qui s'occupent des personnes paralysées. Et c'est un traitement à long terme. À long terme. À long terme. Qui dure parfois sur des années. Des années. D'accord. À quel niveau, vous, en tant que spécialiste de la paralysie, vous intervenez? Moi, souvent, c'est quand ça dépasse les kinésithérapeutes que les gens viennent me voir. Parce que moi, j'ai initié une thérapie qui porte mon nom, la thérapie Obelaku Nouvelle Génération, qui est l'addition de 2 thérapies modernes. Donc, la réflexothérapie qui consiste à activer les 72 minutes de notre corps à partir des terminaisons nerveuses dans la plante des pieds, dans la paume des mains, et le shiatsu japonais qui consiste à masser tout le corps, le dos, partout le visage. Donc, c'est l'addition de ces 2 thérapies modernes qui font la thérapie Obelaku Nouvelle Génération. C'est avec ça que moi, je traite les personnes paralysées de façon très efficace. D'accord. Alors, vous avez dit tantôt que pour éviter la paralysie, il faut contrôler son alimentation. Il faut faire attention aussi à ce qu'on boit. Tout ça aussi, ça rentre dans l'alimentation. Oui, il faut avoir une bonne hygiène de vie, je suppose. Justement. Et quand vous parlez d'hygiène de vie, est-ce qu'il y a un certain nombre ou un certain type d'activité qu'il faut éviter de faire? Non, tout d'abord, quand vous rentrez dans le domaine du sport, il ne faut pas se jeter dans n'importe quel sport. Je vous disais tout à l'heure que vous ne pouvez pas vous inscrire dans n'importe quel club de sport, commencer par faire le sport. Quelqu'un qui est hypertendu, diabétique, ne peut pas faire les mêmes mouvements que quelqu'un qui n'a rien de tout ça. D'accord. Quand vous allez dans un centre de gymnastique, vous ne pouvez pas monter sur, comme on appelle, tous les appareils. Ce n'est pas normal. Il faut d'abord un spécialiste qui vous prend. Qui vous dit ceci vous pouvez, ceci vous ne pouvez pas. Oui, voilà. Par rapport à votre taille, votre forme, les maladies que vous traînez, avant toute pratique. Merci à vous, Cyril Obelaku. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en paralysie. Avec vous, nous avons parlé de paralysie cérébrale. Peut-on en sortir indemne? La réponse est presque totalement non, puisque même si on arrive à atténuer les effets de la paralysie cérébrale, pour quelqu'un qui vous a connu avant la paralysie, cette personne peut se dire, tiens, c'est possible que vous ayez eu des soucis. Possible. Mais bon, nous avons aussi parlé des atouts, tout ce qu'il faut faire pour éviter la paralysie. Oui, si vous venez de nous prendre au vol, resuivez l'émission. Vous pouvez revenir sur le site justement pour nous suivre. C'était très intéressant. Maintenant, nous passons à une autre actualité. Ce sera l'actualité web. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a sollicité l'expertise de 3 juristes de renom international. Il s'agit du professeur Frédéric Joël Aïvo, constitutionnaliste béninois, Ibrahim Fall, ex-ministre sénégalais des Affaires étrangères, et Amézé Gouabadia, professeur de droit public à l'Université de Lagos. Les experts vont donner leurs avis techniques sur la demande d'adhésion du Maroc et de la Tunisie à cette communauté. La signature de l'acte d'adhésion du Maroc à la CEDEAO avait été reportée pour cette année. Plusieurs pays membres de la communauté avaient montré leur inquiétude face à l'adhésion de certains pays du Maghreb. Après Denis Mukwege et Nadia Morad qui ont reçu récemment le prix Nobel de la paix 2018, c'est le tour des chercheurs américains William Nordos et Paul Romer qui ont été nommés prix Nobel de l'économie. Leurs travaux de recherche se sont basés sur les changements climatiques et l'innovation technologique dans l'analyse macroéconomique. Les 2 lauréats vont recevoir 9 millions de couronnes, soit environ 564 milliards 123 francs CFA. Restons toujours dans la dynamique de l'innovation et de la préservation de l'environnement. Des véhicules électroniques et écologiques seront bientôt commercialisés dès la fin de 2019 au Rwanda.
C'est ce que nous apprend la start-up Ampersand. Elle a déclaré avoir expérimenté 4 modèles de motos qui fonctionnent à partir de l'énergie électrique. Ces engins sont moins polluants pour l'environnement. La plateforme a mis 3 années de recherche pour assembler ces véhicules écologiques à 2 roues. Ampersand envisage d'étendre son marché dans les pays d'Afrique de l'Est et vise un marché de plus de 3 millions de conducteurs de motos et potentiels acquéreurs. Avec l'énergie électrique, les conducteurs peuvent économiser environ $900 par an d'essence, a confié Georges Wallet, fondateur d'Ampersand. Allons en France pour vous annoncer que le procès de la banque suisse UBS a démarré hier. La banque comparaît pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. 6 hauts responsables de la banque en France et en Suisse seront également jugés. L'enjeu est de taille pour UBS qui encourt une demande allant jusqu'à la moitié des 10 milliards d'euros d'avoirs non déclarés. Au premier jour, les avocats ont tenté de s'opposer aux poursuites et à la tenue de l'audience. Fin de la revue web, à très bientôt. Merci à vous, Fulgencia Rotondi, pour cette revue de l'actualité web. Le rappel de la météo à présent. Voilà, merci à vous donc, mesdames et messieurs, d'être restés fidèles tout au long de ce grand rendez-vous. À la présentation, Agnate Bello, chef d'édition, Yasmine Damanta, ActuWeb, Fulgencia Rotondi, infographie, Terence Bata, preneur de son, Arnaud Tosset, à la réalisation, Christelle Sagboran. Je n'oublie surtout pas mon preneur d'image, Mathieu Sokenou. Merci à vous d'être restés avec nous tout au long de cette randonnée informative. Il me prend l'envie de vous laisser avec cette pensée du jour. Nous ne pouvons pas appeler à la conscience du monde quand notre propre conscience est endormie. Nous ne pouvons pas appeler à la conscience du monde quand notre propre conscience est endormie. C'est une pensée de Carole von Ossietzky. Merci beaucoup. À demain.